Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité aujourd'hui autour d'Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez publié Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, paru chez Michel Lafon. Avec vous, on va parler de Boualem Sansal, puisque c'est un de vos amis et que c'est vous qui avez le premier annoncé son arrestation à Alger. Mathieu Bachialon, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Bonjour Valérie. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Bonjour. Et Jules Laurence, vous êtes rédacteur en chef de Frontières, le magazine de notre ami Éric Tegner, qui sera demain face à Alex Darmon dans l'émission de Patrick Roger. Le retour, oui, il était parti, donc il y avait eu une petite interruption. On va parler du nouveau gouvernement. Moi, je vous avoue que le spectacle qui nous est donné me dégoûte. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. On va parler de la Syrie, inquiétude pour le pays. Le gouvernement s'inquiète du sort également des djihadistes français. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer peut-être... alors, j'ai pas vu vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jules, on va commencer avec vous. Un coup de cœur, un coup de gueule médiatique. Un coup de gueule, ouais. Un coup de gueule médiatique. Hier, je lisais le Parisien, donc, qui revenait sur une affaire qui s'est passée entre le 5 et le 6 décembre. C'est un homme qui s'appelle Jérémy Gréco, qui a été tué tragiquement dans la nuit du 5 au 6 décembre. Alors qu'il sortait de chez lui, il entendait à 4 heures du matin du bruit dans sa rue. Des hommes étaient près d'une camionnette en train de voler sa moto. L'homme est alors sorti, il s'est opposé. On a du mal à savoir ce qui s'est vraiment passé, mais il se trouve que Jérémy Gréco est mort parce qu'il a été percuté par cette même camionnette conduite par 3 personnes. Il a été traîné sur des dizaines de centaines de mètres. Et on a retrouvé le cadavre de Jérémy Gréco, méconnaissable au lendemain. Donc jusque-là, l'information par le Parisien était très détaillée. On le disait, effectivement, le fil, on avait beaucoup de témoignages sur la personne de Jérémy Gréco, sur ce qu'il advenait, sur les personnes interpellées. Sauf que, justement, c'est ça qui m'a intéressé quand je lisais, je trouvais un dossier très détaillé, sauf sur le profil des personnes qui ont été interpellées. Donc je me suis posé la question, je suis rapidement allé voir hier soir qui étaient ces personnes interpellées. Et il se trouve qu'il y avait deux Tunisiens qui ont conduit cette camionnette sous OQTF, et dont un est sous OQTF, l'autre qui a une mesure qui l'empêche de quitter le territoire français, qui est une autre mesure, mais un qui était sous OQTF. Donc je trouve ça absolument lamentable de la part du Parisien d'avoir un dossier aussi détaillé. Donc ils ont forcément eu accès à la fois à des sources policières ou alors une information de justice, et de ne pas avoir été jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire donner au moins les personnes qui ont été interpellées, leur profil, sans les juger par avance coupables, mais du moins de donner les profils des personnes qui ont été interpellées sans donner leur nom, mais et préciser qu'il y avait quelqu'un qui était au moins sous OQTF. Ouais, je trouve ça scandaleux. Oui. Pas grand chose à ajouter, Jonas. Non, mais Haddad. c'est marrant parce qu'en général, lorsque des faits divers éclatent, on essaie d'en faire des faits de société. Et là-dessus, vous avez raison de dire que ça ne passe pas en fait de société. C'est-à-dire qu'il y a un continuum sur le fait qu'il y ait des gens qui sont en OQTF. Alors souvent, la réponse c'est oui, mais peu importe la nationalité, c'est un criminel. Oui, mais on aimerait en avoir un petit peu moins. On a déjà suffisamment de criminels chez nous pour s'en rajouter davantage. Oui, absolument. Mathieu, vous, c'est un coup de gueule. Coup de gueule, oui, vous savez, sur l'affaire des tickets restaurants. Alors juste pour replanter un peu le contexte, en 2022, face à l'inflation galopante, le gouvernement de l'époque avait décidé d'ouvrir la possibilité pour les salariés, enfin pour les personnes les Françaises et les Français qui ont droit aux tickets restaurants, de pouvoir faire leurs courses dans les supermarchés. Jusqu'ici, ils pouvaient faire, outre ce qu'on connaît sur les restaurants, ils pouvaient faire leurs courses, acheter ce qu'on appelle des produits de fast-food, en fait, en gros des sandwichs, des salades, et là ils pouvaient acheter d'autres choses, donc de la farine, des pâtes, voilà. Face à l'inflation qui, ça ne vous aura pas échappé, n'a pas été réglée sur les dernières années, ce dispositif a été prolongé chaque année et il devait l'être également encore cette année. Il a d'ailleurs été, la loi a été votée au mois de novembre pour prolonger le dispositif encore sur l'année 2025, mais face aux aléas politiques qui sont arrivés, le texte est aujourd'hui bloqué, en deuxième lecture était bloqué au Sénat.
Et donc, il y a un risque qu'en 2025, les Français, du moins dans les premiers mois, ne puissent plus bénéficier de ce dispositif. Et donc de rappeler qu'effectivement, dans des périodes où, pour certaines personnes qui travaillent, 1 euro est 1 euro et chaque sou compte, c'est un dispositif qui permet un vrai coup de pouce pour s'en sortir. Et c'est donc voilà un coup de gueule face à cette situation. Et donc vous parliez tout à l'heure, Valérie, de la situation politique qui vous désespérait. C'est dommage, un des nombreux dommages collatéraux qui peuvent paraître accessoires quand on se dit, on regarde ça, mais qui, pour des millions de Français, dans le porte-monnaie et sur la facture en fin de mois, n'est pas anodin. Oui, non, mais on en avait parlé ici avec Sophie de Menton. C'est effectivement un sujet important. On va se retrouver dans un instant. On va parler de Boualem Sansal avec vous, Arnaud, et puis évidemment de la Syrie et du prochain gouvernement. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons-vous. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Jules Laurence. Vous êtes rédacteur en chef de Frontières, le magazine d'Éric Tegner. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, est paru chez Michel Lafon. Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil, et Jonas Haddad, vous êtes avocat. On va parler de la composition du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron discute de méthode avec les partis, sauf le RN et sauf LFI. On se demande bien pourquoi. On va revenir sur ce qui se passe en Syrie et peut-être quelques mots sur ces anti-rhumes sur ordonnance. Moi, j'avoue que ça m'interroge sur le degré d'infantilisation, malgré tout, des Français. Bref. On continue notre tour de table, Arnaud, avec vous. Je voulais que nous parlions de Boualem Sansal. On en parle tous les jours ici. Vous le connaissez bien. Il est toujours incarcéré. Son avocat est interdit d'aller en Algérie. Quelles nouvelles vous pouvez nous donner ? Les nouvelles, on les a données hier, si vous voulez. D'abord, il a été transféré. Il était à l'hôpital, dans une unité hospitalière de l'hôpital Mustapha à Alger. Et il a été transféré, d'ailleurs, sans que la défense en ait été informée par les autorités judiciaires algériennes, à la prison de Koléa, à 35 km d'Alger. Ça, c'était dimanche. Et lundi, nous avons appris que le visa que avait demandé son avocat, Maître Zimré, ne pouvait être délivré, sachant que nous avons une audience devant la chambre d'appel, où Boualem Sansal a fait appel avec ses avocats algériens, de la décision le plaçant sous mandat de dépôt. Donc ça veut dire que son avocat français ne pourra pas se rendre à cette audience. C'est invraisemblable. Clairement, je veux dire, de toute façon, le problème, on le sait très bien, n'est pas judiciaire fondamentalement. Il est objectivement politique. Boualem Sansal est otage aujourd'hui en Algérie. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Il est captif pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un esprit libre, parce que c'est un esprit qui a toujours exprimé un regard critique sur la société algérienne, qui est un combattant contre l'islamisme, qui bien évidemment porte un regard qui est un regard pour le moins là aussi réservé, c'est le moins qu'on puisse dire, quant au fonctionnement du pouvoir algérien. Et puis surtout, il est aujourd'hui, malgré tout, la victime, entre guillemets, mais de la dégradation accélérée de la relation franco-algérienne. Donc aujourd'hui, nous on se mobilise. Il était membre de la revue politique et parlementaire. Il est toujours membre de la revue politique et parlementaire. Il participe à nos événements. Il publie régulièrement. On se mobilise. On a monté un comité de soutien qui est présidé par la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, qui nous fait l'honneur et le bonheur même d'être à la tête de ce comité de soutien. On a plus aujourd'hui de 650 membres, ou peut-être 700. Il faudrait que je vérifie les chiffres ce matin de membres de ce comité de soutien. Dont la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, dont Nicolas Sarkozy, dont François Hollande, dont des dizaines et des dizaines de parlementaires, des intellectuels, des artistes, enfin des gens anonymes aussi, je veux dire, qui viennent un peu de partout. Et on organise là un peu, je veux dire, dans la plus grande urgence, le 16 décembre prochain, une grande soirée de soutien à Boualem,
au Théâtre Libre à Paris, dans le 10e arrondissement, 4 rue de Strasbourg. Et donc j'invite tous ceux qui souhaitent s'y inscrire, ne pas hésiter d'y aller sur avec le site de la revue politique, avec des prises de parole de Kamel Daoud, entre autres des éditeurs, Antoine Gallimard, Jean-François Colosimo pour les éditions du Cerf, qui est son dernier éditeur d'ailleurs, puisqu'il avait publié récemment un ouvrage sur le français, parlons-en, aux éditions du Cerf. Voilà, donc c'est une situation inquiétante. Je rappelle quand même que au-delà, je veux dire, du fait qu'il est inacceptable qu'un homme se retrouve, je veux dire, incarcéré du fait d'une décision totalement arbitraire, et que, en plus, c'est un écrivain, et donc sa liberté d'expression est absolue et exclusive. C'est que, je veux dire, Boualem Sansal est un homme âgé. Ouais. Il faut le rappeler. Ouais. Il a plus de 75 ans. Il est de santé quand même assez fragile, d'une certaine façon. Donc, il faut aussi considérer cet aspect-là des choses. Mais au-delà de ça, quel crime a-t-il commis ? C'est la question. Mathieu Bachelon, vous voulez réagir ? C'est assez choquant la façon dont l'Algérie empêche un avocat ne délivre pas un visa et empêche donc l'avocat de venir à la rescousse de son client. C'est une atteinte intolérable au droit de la défense. Et de rappeler qu'en faisant ça, l'Algérie se met totalement à l'écart des États de droit, puisque c'est quand même le b.a.-ba que chacun puisse avoir dans une démocratie, si l'Algérie se prétend être une démocratie, avoir une défense équitable. Je rappelle que d'habitude, les pays qui font ce genre de choses, c'est la Turquie, c'est l'Iran, qui empêchent l'exercice des droits de la défense. Ouais, je rappelle les propos abjects d'Amnesty International. Nous travaillons actuellement depuis que nous avons été, nous travaillons activement à obtenir des informations quant à la situation de Boualem Sansal, les informations sur lesquelles il serait détenu, donc ils mettent qui doutent dessus, uniquement en lien avec l'exercice de son droit à la liberté, sont très préoccupantes. Ces services minimums qui a été fait par cette association, par cette ONG qui... Peut-être rappeler en revanche que l'Ordre des avocats de Paris, le bâtonnier de Paris et le Conseil national des barreaux se sont mobilisés depuis quelques jours et essayent, en lien avec le barreau d'Alger, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, Jonas connaît très bien cette situation, mais on sait que c'est compliqué pour l'indépendance des barreaux dans des pays comme l'Algérie, on parlait de la Turquie ou de l'Iran, est toujours un peu à géométrie variable, mais en tout cas, la communauté des avocats français est mobilisée derrière Françoise Imray. Ouais, et puis on peut écouter aussi Sandrine Rousseau, qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, là aussi. Oui, il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions. Est-ce que moi je voudrais envie de vomir. Je voudrais juste réagir là-dessus. Je voudrais juste réagir là-dessus. Si une femme que défend Madame Rousseau profondément, et je pense que là-dessus elle a des convictions, était une femme d'extrême droite et qu'elle subissait une telle agression, est-ce qu'elle dirait par exemple, oui mais cette femme-là, on a le droit de l'agresser parce qu'elle est peut-être un peu d'extrême droite et ce n'est pas un ange. Vous imaginez le scandale, ce que c'est de prononcer de tels mots, et surtout vous imaginez quelle rupture cela représente avec l'histoire de la gauche. L'histoire de la gauche, c'est quoi ? Ils passent leur temps à manifester pour des prisonniers politiques. C'est le sketch des inconnus dans lequel les uns et les autres font des pétitions pour libérer tel ou tel prisonnier politique. Et là, parce que ça ne convient pas à leur idéologie, cette personne-là est sortie du champ même de l'humain. Je rappelle que Boualem Sansal, si je ne me trompe pas, il est algérien, mais il est aussi français. Il est franco-algérien. Donc c'est une députée française qui ne défend pas un Français. De la même façon qu'un certain nombre de députés LFI ne défendaient même pas la libération des otages français qui étaient en Israël. Donc ces gens-là, à Gaza pour le coup, ces gens-là profondément sont anti-français à partir du moment où les gens ne sont pas de leur bord politique. Et c'est ça qui est scandaleux. De dire ce n'est pas un ange, en gros, il l'a bien cherché. Quoi. Il l'a bien cherché. Il y a une double responsabilité, à mon sens, dans le traitement, on va dire, médiatique de cette gauche, de l'affaire Boualem Sansal. La première, c'est sur les premiers jours, c'est de s'être tue
c'est de ne pas en avoir parlé. Sur les premiers jours, il n'y avait aucune justement revendication sur le service public, aucun appel à soutenir Boualem Sansal. Il y a même eu des plateaux détestables. À partir du dimanche soir, justement au bout de quelques jours, il y a eu ce fameux plateau de C'est ce soir où justement on a commencé à justifier l'emprisonnement de Boualem Sansal par cette rhétorique à l'extrême droite, sans penser par ailleurs que derrière, peut-être à dessein, que chaque justification en France de l'emprisonnement de Boualem Sansal par cette rhétorique d'extrême droite, ce sont des mots que peuvent utiliser les juges et des propos qui peuvent être utilisés en Algérie pour confirmer, de dire, regardez, en France aussi, ils considèrent que cette personne est d'extrême droite, que cette personne est dangereuse, et chacun des arguments que va donner Madame Rousseau ou qui ont pu être donnés sur les plateaux C'est ce soir et sur le service public vont être des arguments que vont pouvoir utiliser les juges, parce que depuis le début de cette histoire, ce qui se passe, c'est qu'on a essayé de mettre des prétextes pour emprisonner Boualem Sansal. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est là où je rejoins Arnaud Benedetti. C'est sur le fait qu'il est otage. Et on a cherché des prétextes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est allé chercher jusqu'à une vidéo chez nous, chez Frontières, un entretien sur lequel il s'exprimait sur le Front Polisario pour justement aller chercher et mettre des prétextes pour lui donner pour justifier l'injustifiable. Donc c'est ça aussi, ce dont elle se rend complice, Sandrine Rousseau, c'est donner des prétextes aux juges. Oui, Arnaud. Non, elle reprend tout simplement, elle n'est pas la seule malheureusement, la rhétorique du pouvoir algérien, complètement. Je veux dire, elle est totalement dans cette ligne-là. Alors évidemment, il y a une grande tartufferie dans la façon dont elle s'exprime, c'est-à-dire, ah oui, elle trouve scandaleux qu'un écrivain soit emprisonné en Algérie, mais quand même, d'une certaine manière, il l'aurait cherché. Bon, je crois que c'est innommable d'une certaine façon. En quoi est-il d'extrême droite, Boualem Sansal? Là, on va peut-être pas faire tout ce qui n'est pas NFP est pour eux d'extrême droite. Excusez-moi Arnaud, moi j'ai une question peut-être aussi le souligner pour nos téléspectateurs, enfin nos auditeurs. Le silence évidemment, mais est-ce qu'à un moment il n'est pas le moment que les autorités françaises parlent? Alors je comprends qu'il y a des enjeux de négociation, etc. Il y a des enjeux de négociation évidents, je veux dire, depuis le début, et on le sait très bien, ce qui explique que, je veux dire, nous, notre très grande prudence en tant que comité de soutien, on veut rien faire qui puisse, d'une manière ou d'une autre, gêner la libération la plus rapide possible de Boualem Sansal. Mais il est vrai que, pour l'instant, force est de constater que la stratégie, en tout cas, si tant est que ça soit une stratégie qui a été plus ou moins, je veux dire, mise en place par les autorités françaises, ne s'avère pas, pour le moins, je veux dire, porter des résultats. Parce que quand on regarde depuis maintenant 3 semaines, ça fera 3 semaines, un mois. Le samedi, ça fera un mois que Boualem Sansal est incarcéré. Nous n'avons aucun résultat. Et au contraire, on voit bien que les droits de la défense sont piétinés, qu'il est ballotté d'un hôpital à une prison, que nous n'avons pratiquement très peu d'informations qui filtrent, y compris sur son état de santé, même si on nous dit que son état de santé est plutôt satisfaisant. Donc en effet, aujourd'hui, manifestement, je veux dire, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlions de la situation de Boualem Sansal. Donc, je rappelle que son avocat est interdit d'aller en Algérie. Vous vouliez rajouter quelque chose, Je voulais rajouter que le fond du sujet, Laurent, c'est pas grave. Le fond du sujet, c'est aussi cette volonté du pouvoir algérien d'humilier la France à travers le dossier Boualem Sansal. Et ça, faut jamais le perdre à l'esprit. Donc, c'est pour ça que aussi ils vont faire durer le plus possible, parce que derrière, c'est-à-dire que la naturalisation de Boualem Sansal a été vue aussi comme un dossier politique et comme une offense à l'Algérie, qui va dans tout le contexte évidemment des OQTF, de la question de la reconnaissance du Sahara marocain, et tout ça, c'est senti du pouvoir algérien comme des humiliations, et ils veulent derrière se venger contre la France. Oui, Arnaud. Juste un point. Si vous voulez, pourquoi, je veux dire, aujourd'hui, Sansal, je veux dire, est une cible particulière pour les autorités algériennes. Ça fait longtemps qu'il était une cible, mais ils n'avaient pas osé y toucher jusqu'à maintenant. Bon, il y a la dégradation, encore une fois, de la relation franco-algérienne, notamment liée à la question marocaine aussi, et qui fait que, je veux dire, il est si vous voulez, un levier de pression sur le pouvoir politique français. Mais Sansal, c'est le premier.
intellectuel algérien qui, dès les années 90, a commencé à dénoncer la façon dont le pouvoir algérien s'était construit depuis l'indépendance. Et il a surtout dénoncé le fait que, finalement, pour lui, l'islamisme qui s'était développé tout le long des années 80 et 90 était le produit, à ses yeux, de la façon dont l'Algérie avait été gouvernée. Et donc il a levé d'une certaine manière une sorte de secret de famille, un tabou qui, bien évidemment, le met particulièrement et l'expose tout particulièrement. Et il y a un autre écrivain aussi dont il faut signaler quand même les grandes difficultés qu'il rencontre, heureusement qu'il est en France, il a reçu le prix Goncourt, oui. C'est Kamel Daoud, parce qu'il faut lire aujourd'hui. Enfin, j'invite à ceux qui s'intéressent à la presse algérienne, lire la presse algérienne, au moins la presse algérienne en français, les campagnes de diffamation, de haine qui sont menées contre Sansal, contre Daoud, contre Driancourt, l'ancien ambassadeur, contre les autorités françaises en général. Et il paraît que pour ceux qui lisent l'arabe, elles sont encore plus virulentes dans la presse arabophone. Mais pourtant, la France aurait des moyens de pression. Je veux dire, on le fait pour les pays africains sur les biens mal acquis. On peut bloquer des comptes en banque. On sait qu'il y a une fortune considérable de certains dirigeants algériens. La France a peur ? Moi, si je peux me permettre, c'est que la France a peur régulièrement, d'ailleurs, avec une vision un peu néocoloniale en réalité. Vous vous souvenez, quand il y avait eu la manifestation contre l'antisémitisme, il y avait Yassine Bellatar, le conseiller occulte du président, qui lui avait expliqué qu'il ne fallait pas y aller parce que justement, dans les banlieues, il y aurait une réaction par rapport à ça. Ouais. Il avait notamment insisté sur la, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je pense que personne ne se reconnaît comme ça, la communauté algérienne. Et donc en fait, en permanence, le pouvoir français considère que le fait qu'il y ait des gens qui soient d'origine d'immigration algérienne, ça peut créer des troubles intérieurs au pays. Résultat des courses, on ne défend pas nos intérêts. Et je pense que c'est une erreur fondamentale parce que dans certaines zones du monde, la force, la puissance est respectée. Alors que, et nous, on a des réflexes d'occidentaux dans lesquels on pense que la négociation doit être menée jusqu'au bout parce qu'on est entre personnes sensées. J'ai l'impression, et c'est notamment le cas avec l'Algérie, que ce n'est pas le cas. Quand le président de la République fait un déplacement en Algérie et que quelques jours après son déplacement, on supprime l'enseignement du français dans les écoles en Algérie et qu'on rétablit le couplet anti-français dans l'hymne algérien, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on comprenne qu'à un moment, il faut du rapport de force, évidemment. Bien sûr. Votre coup de cœur, à vous, Jonas Haddad ? Oui, mon coup de cœur, c'est même plus un cri du cœur pour les chrétiens d'Orient. Le christianisme est une religion orientale qui est née dans ce bassin-là et qui après s'est étendue sur le reste du monde. Et aujourd'hui, on est en train de voir disparaître les chrétiens d'Orient. Alors j'ai regardé quelques chiffres. En 30 ans, c'est un véritable nettoyage ethnique qui a eu lieu en Orient, puisqu'on est passé, tenez-vous bien, de 20% de chrétiens en Orient à seulement 5% de chrétiens aujourd'hui sur cette zone-là, le Proche et le Moyen-Orient. En Syrie, qui a été là renversée, en tout cas la dictature de Bachar el-Assad a été renversée, leur nombre est passé de 10% à 1%. Ouais. En Irak, on avait 1,5 million de chrétiens il y a 30 ans, et aujourd'hui on en est à 200 000. Et même au Liban, qu'on présente encore comme un État multiconfessionnel, on est passé en 30 ans de 50% à 30%. Où sont tous ceux qui parlent des nettoyages ethniques ? Où sont tous ceux qui disent qu'il faut protéger les minorités ? Où sont les pays qui se positionnent en disant « Nous voulons accueillir les chrétiens d'Orient parce qu'ils sont pourchassés, menacés en raison de leurs convictions ?» Le rôle de la France, ce serait de dire aussi, par exemple, pour tous les chrétiens, dont on voit d'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup dans tous les médias ces images, mais épouvantables. On voit que ceux qui ont renversé Bachar el-Assad, les premiers actes qu'ils ont faits, c'était de mettre des bottes sur la tête des chrétiens d'Orient et de Syrie, et de leur expliquer qu'aujourd'hui, ils devaient se plier à l'avènement d'un nouveau califat. Et donc, je le dis, c'est même pas un coup de cœur, c'est même pas un coup de gueule, c'est un cri du cœur pour les chrétiens d'Orient et qui ne sont pas défendus dans notre espace public. Oui, évidemment, tout ce que dit Jonas est très vrai. Peut-être rajouter aussi, alors c'est pas en Orient, mais la question des Arméniens, puisque les chrétiens sont très menacés en Arménie. Le patrimoine arménien aussi est menacé depuis, dans le Haut-Karabakh, et les relations très compliquées avec l'Azerbaïdjan. Donc effectivement, il y a de nombreux chrétiens de par le monde qui sont menacés, déportés, chassés. Et la diminution est fulgurante au Moyen-Orient, elle l'est aussi au Maghreb.
La part des chrétiens en Afrique du Nord a évidemment diminué, et on peut faire un lien en fait, puisque malheureusement les destins sont communs entre les communautés chrétiennes et les communautés juives, hein, qui sont toutes deux victimes dans les pays dont a parlé Jonas. Bien sûr, c'est une évidence. Bien sûr, non mais les communautés. En plus, le rôle normalement de la France, traditionnellement, au Moyen-Orient, quand même, on a une histoire vis-à-vis des chrétiens, nous d'Orient, de protection, Saint-Louis et autres, le Liban. On devrait avoir ce regard justement sur comment est-ce qu'on peut avoir une diplomatie vis-à-vis de ces communautés qui aujourd'hui, notamment sur la question syrienne, il n'y a plus aucune nation qui va se faire la protectrice de ces chrétiens en Syrie. Il n'y a plus personne. Non. Les communautés, là j'avais quelques contacts, moi aujourd'hui, hier à Alep, qui me disaient que pour l'instant, ça se passe bien, mais qu'est-ce qu'ils font? On ne sort pas de chez nous. C'est comme ça que ça se passe sur place. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a personne qui vient à la porte, personne. Les choses ont l'air d'être dans leur continuité, mais les chrétiens nous disent on ne sort pas de chez nous. Ouais. Arnaud. Je rappelle, il y a quelques années, il y avait eu un très beau livre de Jean-François Colosimo, le directeur des éditions du Cerf, avec un titre qui est tout à fait révélateur et qui rejoint ce que vous dites. Il parlait des chrétiens d'Orient en disant des hommes en trop. C'était ça aujourd'hui. C'est en fait cette idée que, je veux dire, ils sont de trop chez eux sur, en effet, là où est née la religion. Il faut le rappeler, la religion chrétienne, d'ailleurs, où sont nés les trois grands monothéismes, faut-il le rappeler, ils sont tous nés en Orient. Et Valérie, peut-être en profiter pour saluer justement fraternellement les 20 000 à peu près la communauté des Assyro-Chaldéens, parce qu'ils sont à peu près 20 000 en France, et beaucoup sont installés en plus en région parisienne. On sait qu'il y a une grosse communauté dans le Val d'Oise, notamment, et ils essayent, malgré leur déracinement, de continuer à faire vivre leur tradition et leur rapport à la foi. Et la France en a accueilli et continue d'en accueillir. Il faut rappeler juste un point, à Alep, il y a 10 ans, la communauté chrétienne, c'était environ, je crois, 100 000 chrétiens. Ils ne sont plus que 20 000. 20 000. Voilà. C'est ce que disait Jonas. Je parle pour le coup vraiment de nettoyage ethnique, mais on pourrait parler d'autres minorités. Mais il y a des sujets qui, visiblement, ne trouvent pas écho. Sauf à Sud Radio. Oui, d'autres aussi, mais c'est vrai que chez les politiques... Non, mais chez les politiques, vous voyez, on parlait tout à l'heure de Sandrine Rousseau. Ouais. Sandrine Rousseau, elle passe son temps, et tous ses copains, à parler des minorités qui sont en danger. LFI passe sa journée à parler de génocide, de nettoyage ethnique à tout bout de champ, et même parfois sans justification. Les a-t-on entendus sur ce sujet? Non. Voilà. Mais moi j'aurais aimé entendre Sandrine Rousseau, alors l'information est tombée un petit peu plus tard, sur ce documentaire qui a été supprimé d'un festival à Bruxelles sur un transgenre de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression qui a été faite pour que ce film ne soit pas diffusé dans ce festival, et pour des raisons de troul'écoute à l'ordre public. Non, mais est-ce qu'on a entendu Sandrine Rousseau sur le sujet? On appelle ça l'écroulement de l'intersectionnalité. J'allais dire, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui disait sur les réseaux, c'est un carambolage. C'est-à-dire que là, il y a un moment, les militants pro-palestiniens ont refusé que ce soit diffusé. Donc, on voit des gays, des trans, LGBT for Gaza. Je ne sais pas ce qui leur arriverait s'ils étaient à Gaza. Si, c'est Chicken for KFC. Oui. Et donc, il y a un autre, il y a une autre chose qui est très bien démontrée dans ce que vous venez d'évoquer. C'est également le fait que notre Occident collectif ne perçoit pas du tout les mêmes choses. Vous avez vu sur CNN là récemment, en fait, quand ils ont interviewé la personne qui a remplacé Bachar el-Assad, qui venait d'Idlib et qui est à la tête des milices islamistes, en dessous, il y avait un bandeau pour dire que son pronom, à lui, il se définissait comme étant un homme, him. Oui. Donc vous voyez en fait comment nous, on est dans un Occident collectif qui est en train de se poser la question de savoir comment je me définis, est-ce que je me définis homme ou je me définis femme, alors que vous avez en face de vous quelqu'un qui massacre les chrétiens, qui massacre les minorités, qui asservit les femmes et qui les voile, et qui lapide les homosexuels. Et on est sur deux planètes là. On se retrouve dans un petit instant, on doit marquer une page de pub, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors nous parlions des chrétiens d'Orient, on va parler de la Syrie. Je voudrais quand même qu'on parle, on en a beaucoup parlé hier, qu'on parle quand même de la politique en France, nouveau gouvernement Macron, parce que ça nous concerne quand même directement. Donc Emmanuel Macron qui discute de méthodes avec les partis. On évoquait Sandrine Rousseau tout à l'heure.
autre étonnement ou interrogation, c'était Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il disait. Nous allons faire partir M. Macron. Et il s'en ira, ou bien parce qu'il aura compris qu'il y va de sa dignité et de sa responsabilité dans l'histoire du peuple français, ou bien parce que le vote l'y obligera, parce que la motion de destitution, elle est toujours là-bas, et elle arrive dans la plénière le jour où elle est inscrite de nouveau à la commission. Et nous recommencerons une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois qu'il faut. Monsieur Macron ne peut pas rester 30 mois au pouvoir sur la base d'un Premier ministre tous les 2 mois. Comptez sur les députés insoumises et insoumis pour faire la démonstration qui va venir. S'ils n'arrivent pas à embarquer un bout du nouveau Front populaire, et contrairement à ce que j'ai lu, ce n'est pas vrai que je n'attends que cela. C'est un peu le vous auriez dû, avec l'intelligence artificielle, vous auriez dû traduire son discours en allemand, parce que cette forme de vindicte qui ressemble pour moi clairement à un coup d'État est juste scandaleuse. Enfin, on s'accommode de ça, mais que quelqu'un qui fasse 20% appelle au renversement d'un président de la République, moi je trouve ça fou. Et il dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais on est où là? On est au Venezuela, on est dans un pays fantoche dans lequel on renverse les gouvernements. Moi je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron, mais il a été élu par le peuple français. Monsieur Mélenchon qui dit qu'il veut une 6e République, c'est quoi? 6e République, c'est la République où c'est lui qui décide qui peut être élu ou qui peut être président. On est chez les révolutionnaires. Là. Mais c'est le spectacle, c'était pour illustrer le spectacle. Parce que d'où qu'on regarde, que ce soit chez les LR avec la guerre de Laurent Wauquiez, avec Gabriel Attal, ils veulent bloquer des candidats. Enfin, c'est absolument. Surtout rouge, Valérie. C'est un énième effet de problème. Moi, je trouve pas ça dangereux. Je trouve ça plutôt grotesque en fait. Enfin, c'est plutôt un énième effet de manche. En plus, il sait très bien que ça passera pas. Voilà. Enfin, je sais pas où ça a été pris. Il est devant ses militants, il se fait plaisir. Alors oui, c'est plutôt ridicule. Moi, je trouve que dangereux. Mais oui, si Marine Le Pen avait dit ça. Et on aurait dit c'est une fasciste, c'est une crypto-nazie. Enfin, vous voyez, c'est un moment, faut arrêter. Faut arrêter de tolérer ce genre de propos de la part de ces gens d'extrême gauche. Hein. Arnaud Benedetti. Oui, alors il y a quand même une réalité objective, c'est que il y a quand même des artisans. Les artisans du chaos, je veux dire, aujourd'hui, sont ceux qui, depuis quelques années, gouvernent, malheureusement. Il faut être clair aussi, quand même, parce que Emmanuel Macron a sa part de responsabilité dans l'affaiblissement de nos institutions. Et nos institutions sont affaiblies aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, cette situation, elle est unique sous la Ve République. On se retrouve sans majorité, avec un édifice institutionnel qui n'a jamais été aussi en difficulté, avec l'incapacité de pouvoir fabriquer un gouvernement qui soit pérenne et durable. Oui. Et là où, alors moi je ne partage pas bien évidemment ce que dit Mélenchon, mais là où il met le doigt sur un vrai sujet, et il n'est pas le seul à le faire, des gens très modérés l'ont fait, Jean-François Copé entre autres, c'est qu'il était évident que si la situation venait à se répéter, qu'on le veuille ou non, la question, je veux dire, du maintien du président de la République se poserait à un moment donné. Parce que imaginons que on ne trouve pas de solution, ou que, je veux dire, on trouve une solution et que 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, le gouvernement soit à nouveau renversé et qu'on essaye à nouveau de trouver une solution et qu'on ait à nouveau un gouvernement qui soit renversé. La France ne peut pas se payer le luxe d'une instabilité institutionnelle, surtout dans la situation, j'allais dire, budgétaire qui est la sienne aujourd'hui, parce que on sait très bien que l'instabilité institutionnelle ne va pas rassurer les créanciers et les marchés. Alors je dis pas que, d'ailleurs, je suis même pas sûr que la démission d'Emmanuel Macron résoudrait forcément le problème, mais j'allais dire mécaniquement, la question sera posée. Ouais. Et c'est quand même le sujet aujourd'hui dans lequel on est en train de rentrer. La question sera posée, mais aujourd'hui on en est, j'ai envie de dire, enfin aussi on en est là parce que le gouvernement, on voit visiblement la difficulté qu'il a à composer. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, Jules. Je souscris à ce qui vient d'être dit. On a aussi un problème. On est gouverné par le centre depuis des années. On n'a pas un projet clair. On détricote d'un côté, on retricote de l'autre. Ça, c'est un des mâles français sur lesquels on a du mal justement à avoir une constance depuis des années. Le problème aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il veut pas changer de méthode aussi. C'est-à-dire qu'il a la même méthode qui est celle du cordon sanitaire vis-à-vis du Rassemblement national et de 11 millions d'électeurs. Et il a fait la même chose en juillet dernier, lors des législatives. Il refait la même chose à exclure 11 millions de Français
d'avoir un écho démocratique au sein. Bah c'est un énorme problème. Je suis pas d'accord parce que, excusez-moi, juste le RN revendique le fait d'être dans l'opposition, de ne pas participer à la construction, et ils ont voté la censure. Donc je veux dire, à un moment. Oui, mais moi je parle plutôt sur l'aspect du cordon sanitaire. C'est-à-dire. Oui, mais faut pas oublier que si Michel Barnier n'est plus Premier ministre aujourd'hui, c'est parce que le RN a changé de position. Au départ, ils étaient d'accord avec le fait de ne pas censurer Michel Barnier en étant plus responsable. Et pour des raisons qu'il faudra encore m'expliquer, ils ont décidé de voter avec LFI. Donc, je suis d'accord sur ce que vous dites sur le cordon sanitaire, mais il ne faut pas oublier que cette situation est causée par le changement de pied du Rassemblement national. Oui, sur ça, oui, mais si on part, par exemple, sur les bases d'électeurs, si on avait un vrai écho démocratique par rapport aux bases d'électeurs sur l'échiquier politique aujourd'hui, on aurait des consensus sur la droite. La France, elle est de droite. Et on a aujourd'hui des LR qui respectent cette théorie du cordon sanitaire. Et c'est aussi là la clé de voûte de la République. Juste un point. Oui, non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jonas. Je pense que la censure est le produit du chaos. Parce que finalement, c'est l'ensemble des initiatives qui ont été lancées par le président de la République depuis maintenant plus d'un an qui nous amènent à cette situation. Je prendrai plusieurs... D'abord, il n'a jamais tiré les conclusions, les enseignements des résultats des élections législatives de 2022 où il était déjà minoritaire. Il était déjà en majorité relative. Il n'a jamais véritablement tenté d'élargir son assise parlementaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je ne vois pas les raisons pour lesquelles il a changé de Premier ministre en début d'année 2024. Il aurait pu très bien attendre les élections européennes, user jusqu'à l'accord de Madame Borne et changer son Premier ministre à ce moment-là. Donc ça, il porte la responsabilité. Et troisièmement, il porte une responsabilité parce que c'est lui qui a dissous, qui a fait ce choix de dissoudre. Alors la question est de savoir pourquoi il a dissous. Ça reste quand même une grande interrogation. Parce qu'en effet, il avait peur que, une motion de censure soit votée en octobre. Elle a été votée en novembre, finalement, avec une nouvelle législature. Donc il a quand même une part de responsabilité qui est considérable dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Et c'est quand même lui qui, malgré tout, aujourd'hui, est la cause de cet affaiblissement de nos institutions. Moi, je ne conteste pas cette responsabilité. Je dis simplement qu'il faut se dire que ça fait quand même 1 an qu'il y a cette instabilité globale. Et que vous le disiez tout à l'heure, il y a eu le coup de gueule de Patrick Martin, du MEDEF. Il y a énormément d'acteurs qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'on va rétablir ou pas l'ISF? Est-ce qu'on va remettre ou pas la flat tax? Est-ce qu'on va... En fait, si vous voulez, il y a plein de gens qui sont dans l'incertitude et l'incertitude est très mauvaise pour l'économie en ce moment. C'est sûr, Il y a un record de faillite dans le pays quand même. Sûr. Mais les entrepreneurs vous disent tout est à l'arrêt, c'est très compliqué. Moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Il y avait déjà une difficulté depuis 2022 avec une situation assez inédite où le président de la République vainqueur n'a pas réussi à avoir une majorité franche derrière, ce qui est un cas d'école puisque ce n'était jamais arrivé avant. La faille était déjà légèrement ouverte, mais il a permis de la rendre béante par cette dissolution que je ne m'explique toujours pas, si ce n'est en la qualifiant de coup de poker raté d'un joueur, voilà, un coup de poker absolu qui a vraiment raté. Et du coup, et dès lors que cette faille est béante, que le coup de poker est raté, eh bien, la solution est très compliquée à trouver. Parce qu'on sait que la France, on sait qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité qui sort. La France est extrêmement divisée d'un point de vue politique, avec différents blocs qui ne peuvent pas ou qui peuvent difficilement s'emboîter ensemble pour faire un programme commun et une politique gouvernementale. Oui, mais enfin, là, exclure le RN des discussions, ça, c'est et LFI aussi, ça paraît... Non, mais LFI et RN, je les mets pas du tout dans le même sac, mais se sont auto-exclus. Quand vous avez un Manuel Bompard... Parce qu'il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour le RN. Dans ce cas-là, on n'aime pas LFI, mais il y a je ne sais pas combien de personnes, millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard a dit lui-même... Et pour les candidats LFI. Qui c'est lui, Manuel Bompard? Il dit « Je ne répondrai pas à l'invitation du président de la République ». Le président de la République les invite, ils ne viennent pas. Bon, il va pas se prosterner devant Manuel Bompard. Il n'y a pas de parallélisme des formes. C'est-à-dire qu'il est prêt à inviter LFI, mais il n'est pas prêt à inviter le Rassemblement national. Ça pose problème quand même. C'est lui qui décide qui est républicain, qui n'est pas républicain. À chaque fois, il recentre le choix des républicains. Le problème de Macron, c'est qu'il décide en fonction des circonstances et des rapports de force. Là, vous avez raison. Il peut très bien un jour décider que le RN est républicain et le lendemain décider qu'il ne l'est plus. Ce qui rend totalement, inaudible son... Là, vous avez raison. Ces consultations fonctionnent si on convoque tout le monde ou personne. Mais de toute manière, là, je pense que nous, on s'intéresse à ça. Mais pour la plupart des Français, c'est totalement illisible. C'est totalement illisible. Et puis,
moi je trouve que même d'un point de vue de forme, de voir à chaque fois les petites délégations qui sortent, qui sont interrogées derrière en sortie de l'Élysée, on a vu Madame Tondelier qui fait parler le président de la République. Donc après il y a des dépêches AFP où moi j'ai lu, on voit que le président de la République serait prêt à, et en fait on se rend compte que le verbatim c'est Marine Tondelier qui fait parler le président de la République. Donc on a une solution qui est quand même assez, je pense pour les Français, totalement illisible, d'autant plus qu'on nous avait annoncé il y a quelques jours que le président de la République avait tiré les conséquences de du premier remaniement et que ça allait aller très vite. On disait même que Michel Barnier allait être censuré, que le soir même il y aura un Premier ministre. On se rend compte qu'en réalité on est en train de s'enliser à nouveau, que le maître des horloges a repris son goût pour l'attente et que le Premier ministre serait nommé, on ne sait pas, ça devait être hier, il paraît que ce serait à la fin de la semaine, ça va être encore le jeu de bonneteau et le suspense, mais je pense que les Français en ont un peu assez de tout ça, quoi. Oui, c'est un petit peu le sentiment ce matin quand on lit la presse, de se poser la question de savoir où est l'intérêt des Français quand on voit les petits jeux des uns et des autres pour bloquer l'un, pour faire venir l'autre. C'est absolument lamentable. On se retrouve dans un instant, on va parler de la Syrie. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Parlons de la situation en Syrie avec beaucoup d'interrogations sur la suite de cette prise de pouvoir. Je vais vous citer la phrase de Gilles Kepel qui parlait donc de l'homme fort de la Syrie, Abou Mohamed Al-Joulani. Il dit c'est un terroriste qui a été relooké par les médiatraîneurs turco-qataris. Ça dit tout de ce qu'il pense et de ce que pensent certains analystes, à savoir que pour l'instant, pour ne pas inquiéter l'Occident, on a des talibans New Style, des talibans modérés qui veulent épargner tout le monde, mais qu'en sera-t-il de la suite? Et surtout, la question, ça concerne aussi ce qui va se passer du côté des Kurdes. Je ne sais pas si... oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un risque califal qui peut arriver en Syrie, même si la situation elle est encore très divisée au sein même déjà des groupes islamistes. C'est-à-dire que le fameux HTC, il est majoritaire, mais il y a d'autres groupes islamistes qui sont parfois même plus radicaux que simplement HTC. Il y a évidemment la situation des Kurdes, il y a l'armée de libération syrienne. La question califale, nous, elle nous replonge évidemment dans un univers, dans l'époque des attentats terroristes, attentats de projection, c'est-à-dire d'individus projetés depuis la Syrie pour arriver en France. Et ça m'amène à justement, j'avais pu discuter avec quelqu'un des renseignements qui m'expliquait qu'il y avait 4 formes de menaces terroristes aujourd'hui en France. La première sur laquelle ils planchent le plus, et les 4 sont reliés directement à la Syrie. La première sur laquelle ils planchent le plus, c'est celle des sortants de prison, c'est-à-dire ceux qui sont allés en Syrie, qui sont revenus et qui aujourd'hui sortent de prison. Vous savez qu'ils ont pris grosso modo entre 6 et 7 ans, donc des peines très courtes. Il y a celle évidemment des jeunes qui ont été rapatriés des camps, donc pareil de Syrie. Donc ces jeunes-là, quel traitement ils ont? Donc ils ont des suivis énormes sur des centres spécialisés. Il y a aussi la question du droit d'asile. Vous savez, il y a ce fameux, par exemple, Syrien qui avait attaqué des enfants près du lac d'Annecy. Donc on a des individus aussi isolés qui sont capables d'être mobilisés. Et il y a il y a les jeunes. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se radicalisent de 15-16 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces jeunes, on en a vu que Anzorov, par exemple, s'était revendiqué de HTC. Et on voit pareillement... qui a décapité Samuel Paty. Et on voit également, vous avez vu que dernièrement, il y avait un projet d'attentat sur la mairie de Poitiers. Et il y a 3 individus entre 18 et 20 ans qui d'ailleurs sont plutôt qui ont fait des études de mathématiques, de chimie. Donc loin du cliché véhiculé par la gauche, c'est-à-dire d'individus complètement désocialisés et autres. Non, ce sont des personnes qui sont dans les études supérieures et qui, eux, pareillement, ont discuté avec des personnes d'HTC. Donc on voit qu'en fait, la véritable menace qu'on peut voir dans un premier temps apparaître en France, c'est-à-dire qu'au lieu, plutôt que les attentats soient revendiqués de Daesh, de l'État islamique, on peut maintenant avoir des attentats revendiqués HTC. C'est-à-dire vous savez que c'est par la suite ce qui peut se passer. Bon, moi je trouve quand même que on peut se réjouir de la chute d'Assad, mais globalement on est peut-être passé de Assad le boucher à l'égorgeur. Voilà, c'est juste la différence. C'est-à-dire qu'il y en a un, globalement, qui avait industrialisé l'oppression de son peuple, et l'autre qui industrialise l'oppression de ce qui n'est pas islamiste. Voilà. Deuxièmement, la différence que vous pointez très bien, c'est que Bachar el-Assad était une incarnation de cet axe qui veut nous combattre. Simplement, il n'y avait pas de projection sur le territoire français. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ici, là, peut se recréer une forme de nid de terroristes et de centres de formation. Et que n'a-t-on galéré à faire en sorte que l'Afghanistan
soit peut-être un petit peu contrôlé pour que ce soit plus un centre de formation. Là, on aurait un centre de formation beaucoup plus proche des terres européennes et avec une forme de naïveté encore de l'Europe sur le fait d'évoquer des ressortissants syriens. Je sais que notamment en Allemagne, il y a énormément de ressortissants syriens et évidemment, ils ne sont pas tous islamistes, mais à l'intérieur, il y a un flot d'islamistes et nous sommes dans l'espace Schengen. Donc, quelle est la réponse européenne ? La réponse, je dis bien européenne, au flot migratoire venant de Syrie qui pourrait se déverser sur le territoire européen. Est-ce qu'il y a eu une réunion de crise de la Commission européenne ? Est-ce qu'il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises ? Est-ce que le gouvernement qui n'existe plus en France, par exemple, est-ce que M. Jean-Noël Barrot a dit, voilà, les conséquences de la prise de pouvoir en Syrie pour notre territoire ? Non. Et on voit bien que sur le sujet, le fait qu'il y ait une vacance du pouvoir en France, c'est problématique, parce que nous avons des sujets, et la chute de la Syrie de Bachar el-Assad en est un. Ouais, Mathieu. Oui, c'est problématique sur ce sujet, mais comme sur plein d'autres, on a une illustration effectivement de la vacance du pouvoir en France et de l'incapacité des Européens à penser les sujets géostratégiques et géopolitiques, avec les conséquences qu'elles ont pourtant directement sur le territoire européen. Il faut espérer que les pays de l'Union européenne se mettent rapidement autour de la table pour envisager les conséquences, notamment migratoires et en termes de sécurité pour les peuples européens. Ouais. Sur la Turquie. Ouais. C'est surtout la Turquie. C'est la clé de voûte de cette question. Oui. Non, mais le sujet, en fait, c'est que on vit une situation qu'on a déjà connue par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des dictatures qui tombent. On peut évidemment se féliciter de cette chute, mais que ça débouche en effet sur des pouvoirs qui parfois, et très souvent, je veux dire, sont le moins qu'on puisse dire, totalement dictatoriaux, islamistes et au mieux, j'allais dire, chaotiques. On l'a connu en Irak. On le connaît en Libye, récemment en Syrie, en Libye aussi. Ça, c'est une réalité. Moi, la question qui m'intéresse aussi, c'est les Russes dans cette affaire. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais alors c'est vécu aujourd'hui, c'est perçu comme un échec des Russes et de Poutine, qui était quand même un des plus grands soutiens d'Assad. Qu'est-ce qu'ont négocié les Russes ? Parce que apparemment, ce que je comprends, c'est qu'ils ont négocié le maintien de leur base, et notamment de la fameuse base maritime. Ça veut dire que le retrait des Russes ne serait qu'apparent, en l'occurrence. Et ça, c'est un point quand même qui doit être pris en considération dans l'analyse que nous faisons de la situation aujourd'hui. Après, le discours, on a accueilli Assad à Moscou pour des raisons humanitaires. Oui. Enfin, c'est pas très chic. Ces gens, on n'avait pas le choix, quoi. Oui, oui, vraisemblablement. Mais bon, il ne faut pas s'étonner non plus qu'Assad soit à Moscou. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se pince un peu le nez. Il y a un peu un côté, c'est ça, on le reçoit parce qu'on n'a pas le choix. L'habillage en termes de communication dit quelque chose aussi sur le positionnement des Russes dans cette affaire. Mais en tout cas, il faut surtout être très prudent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je crois, se surféliciter de ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle, compte tenu en effet des conséquences qui peuvent on a été un peu échaudés quand même par les précédentes révolutions. Par les précédents. Par les précédentes révolutions, et le passé de Al-Jouani ne plaide pas forcément. Les grands perdants, c'est l'Iran. Non, mais Valérie, pardon, mais pas le passé, le présent. Ouais. Quand il rentre dans les murs, les premières choses qui sont entendues, c'est évidemment des remerciements à Dieu. Et il se rend immédiatement dans la mosquée des Omeyyades pour bien dire que ça fait partie d'un projet de califat. Donc ce que ne faisait pas Bachar ou d'autres. En fait, on tourne la page, vous savez, de ce nationalisme pan-arabe, des Nasser, le parti basse, de Saddam Hussein, etc. Toute cette période où... Alors, je dirais le parti basque avait été fondé par un chrétien, il faut le rappeler. Voilà, je dirais pas que c'était mieux, mais il y avait une forme de nationalisme pan-arabe teinté d'islamisme un petit peu, mais où on s'en accommodait, à un vrai projet religieux, eschatologique, millénariste. Complètement. On ne souligne pas assez le fait qu'il n'y a quasiment pas eu de combat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est pour ça que je dis que les grands perdants, c'est aussi l'Iran. C'est-à-dire que déjà, ils perdent le corridor qui leur permet évidemment d'aller jusqu'à la mer, mais il y a aussi dans évidemment la structure, dans la façon dont s'est passé ces affrontements pendant
2 semaines, mais il y a eu très peu de combats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une armée qui d'un seul coup s'est effondrée, qui a quitté. Il y a des officiers qui du jour au lendemain ont quitté leur poste, ont jeté leurs habits pour retourner chez eux voir leur famille. Et ça, c'est aussi une crainte en Iran d'avoir un régime qui est capable d'un seul coup de s'effriter alors qu'on le croit plutôt encore solide. Voilà, un Syrien qui dit: une femme chrétienne a été arrêtée à une checkpoint à Damas et on lui a dit qu'aujourd'hui les femmes n'étaient plus autorisées à sortir de chez elles. Bon, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais malgré tout, il y a cette crainte effectivement de voir un État, un califat. Même les minorités chiites de Syrie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il y a d'autres minorités, que même les minorités chrétiennes. On verra ce que ces autres minorités vont. Est-ce qu'il n'y aura pas de nouveaux flux migratoires, de nouvelles? C'est possible. Et une bonne nouvelle, la petite Morgane qui avait disparu depuis 15 jours a été retrouvée vivante à 300 km de chez elle. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, merci à tous les 4. Tout de suite, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.